La sorcière chiffon. Il y avait en ville des tas de gens patraques. Le soir, des douleurs les prenaient au corps, aux membres, au crâne, aux pieds même, et les médecins tournaient en bourrique, car les pauvres malades étaient bien portants, à part ces souffrances. On se demandait ce qui se passait. Or voilà qu'un jeune homme marchait tranquillement sur le trottoir, un mouchoir traînait. Jean-François se baissait pour le ramasser, mais à peine l'avait-il effleuré que le mouchoir gonfla, s'étira comme une longue chenille tortillée qui se déplia subitement. Le garçon, ébahi, vit le chiffon défroissé se relever, se changer en une vieille mégère qui lui jetait 2 claques par le nez. « Attrape ça, morveux !» Paf, paf, un aller-retour en pleine figure. « Aïe !» s'écrie le jeune homme. Déjà, la vieille avait tourné les talons et s'éloignait dans la rue des vieux Bretons en vomissant des chapelets, de gros mots qu'il n'était pas utile de citer. Ça alors, murmura Jean-François, il se demandait s'il n'avait pas rêvé. Il se frotta les joues, la vieille traversait la rue, il l'a perdue de vue parmi les passants. « Ah mais non !» s'écria-t-il soudain. Il se mit en marche avec la résolution de retrouver la brutale et de lui dire 2 mots. Un second mouchoir traînait sur le trottoir. Le jeune homme se baissa, cherchant en même temps des yeux son propriétaire. Et paf, paf, le chiffon s'était déplié. Une mégère l'avait remplacé et venait lui flanquer 2 gifles à la face. La vieille ricana. « Bien fait pour ta pomme, ahuri !»« Aïe !» La vieille traversait la rue en grommelant les borborigmes. Le garçon ressaisit. « Oh là, vous attendez !» Il s'élança à sa poursuite, mais il fut retardé par une voiture qui passait. Lorsqu'il reprit sa marche, l'autre avait disparu. Il haussa les épaules. « Tant pis !» Le revoilà reparti au pas de promenade sur le trottoir. Il n'avait pas parcouru 30 mètres qu'un 3e mouchoir l'intrigua. Il semblait perdu dans un immeuble. Était-ce le même ? Jean-François s'immobilisa. Il réfléchissait à mi-voix. Si la vieille bourrique veut me refaire le coup du chiffon, elle trouvera à qui parler. Il s'approcha donc du mouchoir et, au lieu de se baisser pour le ramasser, il abattit dessus un talon et lui appuya de toutes ses forces. Aussitôt le mouchoir voulut se déployer, mais le pied du jeune homme l'écrasait au sol, et seules les extrémités s'agitaient autour de la chaussure, s'étirer en se torsadant sans pouvoir grandir. « Ah ! Saloperie de malheur !» s'écria une voix aigre. C'était la voix de la vieille chiffon empêchée de se métamorphoser par le pied du jeune homme. « Mais qu'est-ce qui m'empêche de... » Puis, s'étant rendu compte que le soulier de Jean-François qu'il appliquait au macadam, elle vociféra. « Va-t'en voir ailleurs si j'y suis, tête de chouette. Ôte ton godillot sur ma personne. »« Non !» dit Jean-François calmement. Et même, ajouta-t-il en se courbant, mais sans relâcher la pression, « je vais faire un nœud avec ce mouchoir. »« Arrête, ne fais pas ça, concombre !» protesta la vieille. Le jeune homme captura les extrémités agitées du mouchoir et les rapprocha pour les nouer. « Arrête, grande asperge, arrête, je te ferai un cadeau. »« Non, » dit Jean-François. Il commença le nœud, la vieille harpie chiffonnée crachait des gros mots orduriers, mais au fur et à mesure que le garçon resserrait le nœud, sa voix s'affaiblissait. « Arrête, gros poireau, laisse-moi respirer et je te donnerai. » La voix baissée, le jeune homme comprit qu'en serrant, il avait le pouvoir d'asphyxier la vieille. Il lui accorda un petit répit. « Bien, que me donnerais-tu ?»« Je te donnerai un carnet, face d'endive !» murmura la mégère empêchée de hurler. Jean-François ricana. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'un carnet ?»« Ce n'est pas un carnet ordinaire. »« Comment cela ?»« C'est un carnet qui rend invisible, espèce d'épinard. »« Vraiment ? Ouais, tu tournes les pages et personne ne te voit plus. » Intéressant, mais est-ce bien la vérité ? C'est la vérité. Le jeune homme haussa les épaules. Le carnet ne l'intéressait guère, mais il n'avait pas non plus l'intention d'étouffer la vieille. Il se contenta de lui avoir donné une leçon et desserra le nœud. Le volume de la voix déplaisante augmenta illico. « Libère-moi, face de courgette, dépêche-toi !»« Et le carnet ?» rappela Jean-François pour la forme. « Tu l'auras dès que tu m'auras libéré, grande tomate !» Le garçon défit le nœud et ôta son pied. Alors le mouchoir s'anima, se transforma en une grosse chenille de chiffon qui s'éleva en l'air en se dépliant. Une méchante vieille se redressa. « Paf, paf !»
Jean-François reçut une bonne paire de gifles, tandis que la mégère ricanait. « Attrape ça, patate !» Elle fila à grandes jambes. « Ah non !» protesta le garçon indigné. Il allait poursuivre la bourrée quand il vit le carnet sur le trottoir. C'était un petit carnet rouge, très ordinaire. Mais l'autre avait tenu parole en le déposant là. Le jeune homme se baissait, feuilleta les pages blanches. Et que se passa-t-il ? Rien. Plus exactement, Jean-François ne remarqua rien, excepté qu'ayant fait un pas sur le côté, il fut bousculé par une promeneuse qui poussait un landau de bébé. « Aïe !» dit le garçon. La promeneuse s'était arrêtée, l'air surpris. Elle essaya de pousser le landau devant elle et se heurta encore au tibia du jeune homme. « Aïe ! Fais donc attention !»« Qui est là ?» balbutia la dame très émue. Elle jetait des regards peureux autour d'elle et pour la 3e fois chercha à passer. « Aïe !» répéta Jean-François. « Vous ne pouvez pas regarder où vous allez ? Mais qui est là ?» murmura la dame en tremblant. « Bah moi, bien sûr. Je suis assez grand pour que vous me remarquiez, non ? Mais qui parle ?» s'affola la pauvre femme. Elle cherchait partout autour d'elle, c'est ainsi que le jeune homme réalisa qu'il était devenu invisible. Il s'écarta. « Passez, madame, excusez-moi. »« Hein ?» fit la promeneuse déboussolée. Elle partit au pas de course en poussant le landau devant elle. Le jeune homme fit un quart de tour à droite pour se mirer devant la devanture d'une pâtisserie. Elle ne se vit pas, plus de reflet. Il était devenu invisible. Il s'en réjouissait, mais se demandait quel usage pourrait-il bien faire de ce pouvoir lorsqu'il reconnut la sorcière Chiffon sur le trottoir d'en face. Elle discutait avec une espèce de grand escogriffe boiteux habillé de noir des pieds à la tête, et que tout le quartier connaissait depuis qu'il collectait, dans une charrette à bras, des vieux vêtements pour les pauvres. « Tiens ! Que font-ils ensemble, ces deux-là » Il s'approcha d'eux, invisible. Le grand escogriffe pliait des vêtements usagés sur la charrette. Il y avait des pantalons, des robes, des vestes, des vêtements, des imperméables, des pullovers, mais aussi des chaussettes, des culottes, des gants, des bonnets et même des souliers. La sorcière les reluquait. Le jeune homme eut envie de lui botter les fesses en profitant de son invisibilité, mais il s'avisa qu'il serait plus sage de tâcher de comprendre ce qui se tramait d'abord. Grommelait la sorcière déçue. « Seulement 7 pantalons et 5 manteaux aujourd'hui ? Tâchez d'en récupérer un peu plus, Tortique, sinon nous manquerons d'ouvrage ce soir. »« Ce n'est pas ma faute, maîtresse, » répliqua le Tortique. « Mais les gens ont beaucoup déjà donné. Ils n'ont plus grand-chose, vous voyez. » « Je ne veux pas le savoir, » grinça la sorcière. « Nous avons besoin de leurs habits, vous savez pourquoi ?»« Oui, je ferai de mon mieux, maîtresse, » promit le Tortique. La vieille tourna les talons en se lançant un « Au revoir, à ce soir !» un peu sec, et s'en alla dans la rue. Le boiteau partit. De l'autre côté, en remorquant la charrette le long du caniveau. Il marchait lentement, agitait une sonnette, criait « Habits pour les pauvres, donnez vos habits usés pour les pauvres !» Des gens s'approchèrent. Une dame fit cadeau d'une robe à elle et d'un capuchon d'enfant. Une autre apporta un foulard, une veste d'homme en velours côtelé et des jeans. D'autres les suivaient. Jean-François préféra rentrer chez lui. Il avait besoin de réfléchir. Et d'abord, planté debout devant le miroir de l'armoire, il put vérifier qu'il ne se voyait pas lui-même. Oh, une pensée le souciait un peu. La vieille ne m'a pas dit comment redevenir visible. Il tira le carnet de sa poche et se demanda quoi faire. Pour disparaître, il avait suffi de le feuilleter dans le sens de la lecture. Et si je le feuilletais à l'envers ? Ce qu'il fit. Son reflet réapparut. Oh, Jean-François était redevenu lui-même. Il se félicitait, mais il se posait des questions. Qu'est-ce que la sorcière avait à faire avec le collectionneur d'habits ? Pourquoi était-il donné rendez-vous le soir ? Pourquoi la sorcière avait-elle besoin d'autant d'habits ? Sûrement pas par charité, hein ? Et si j'allais à leur rendez-vous ? Le Tortique avait loué une grande bâtisse, assez délabrée de 3 étages, tout au bout de la rue. Elle dressait ses formes sombres derrière un jardin, à l'abandon protégé par des grilles rouillées. La rue était déserte. Le garçon parvint sans croiser personne devant le 246. Là, il s'arrêta. La bâtisse du Tortique était silencieuse comme inhabitée. Jean-François tira le carnet rouge de sa poche et le feuilleta d'abord pour se faire disparaître. Il le remit dans sa poche, escalada la grille, il se laissa choir en souplesse dans le jardin. Il grimpa sur l'appui de la fenêtre, se laissa tomber de l'autre côté de la pièce, il ne bougea plus. Une faible lumière arrivait d'une pièce voisine par une porte entrebâillée.
Le jeune homme observa autour de lui de nombreux vêtements suspendus à des cintres accrochés sur des fils de fer entre les murs. D'autres étaient pliés sur des étagères et sur des tablettes. D'autres, enfin, étaient portés par des mannequins dont les silhouettes paralysées évoquaient des acteurs de théâtre. Jean-François, d'abord effrayé par ces fous personnages, se déplaça lentement vers la pièce voisine qu'il trouva aussi encombrée. La lumière provenait d'une large vestibule au-delà du garçon. Un grand escalier de bois était là pour accéder aux étages. Des mannequins, vêtus de vieux vêtements, s'y trouvaient entre des armoires. Tout à coup, un bruit de voix, de pas se fit entendre en haut des escaliers. Quoique invisible, Jean-François réfugia derrière une armoire. Le tortique descendait en boitant les marches du bois. Il portait un lourd chandelier à 3 branches enflammées, et 3 vieilles le suivaient, qui ressemblaient comme des sœurs. Le garçon, étonné, chercha à identifier celle qui avait piétiné sans y parvenir.